Je me présente, Dr Amin Normin. Je suis un assistant hospitalier universitaire au service de cardiologie de l'hôpital militaire. Je suis très ravi de participer à cette formation. Je vais répondre à la question, la place de la revascularisation dans la prise en charge de l'insuffisance cardiaque. Pourquoi la revascularisation? Car la cardiopathie ischémique est l'étiologie la plus fréquente d'insuffisance cardiaque. 60% de l'ensemble des étiologies avec une tendance vers une place de plus en plus importante, comme le montre ce graphique de prévalence au fil des années. En plus, les patients coronariens représentent 62% de l'ensemble des patients inclus dans des essais multicentriques publiés dans le NEJ entre 1986 et 2005. Ceci souligne davantage cette relation entre coronaropathie et insuffisance cardiaque. Les facteurs pouvant expliquer l'implication de la coronaropathie dans la physiopathologie de l'insuffisance cardiaque sont l'infarctus de myocarde, réinfarctus, l'ischémie, l'hibernation, la dysfonction endothéliale et l'insuffisance mitrale. Cette courbe de survie illustre le pronostic péjoratif en cas de cardiopathie ischémique avec une réduction de taux de survie précoce avec une aggravation au cours de l'évolution. Le pronostic des patients avec insuffisance cardiaque et cardiopathie ischémique, deux principaux déterminants. Il y a les patients avec cardiopathie ischémique. Le principal déterminant de mortalité chez les coronariens est la dysfonction VG. Et chez les patients avec insuffisance cardiaque et dysfonction VG, le principal déterminant de pronostic est la sévérité des lésions coronaires et l'étendue de l'ischémie. Et les résultats de revascularisation représentent un véritable paradoxe. Il y a une augmentation du risque périprocedural, une hospitalisation prolongée aux unités de soins intensifs, des AVC, des microtubulaires aigus et recours plus fréquent aux drogues vasoactives, mais ceci est contrebalancé par le potentiel de réduire la mortalité tardive. Et pour comprendre ça, on a besoin de réaliser que si tu as une altération de l'FEVG, on a en plus de chances de mal tolérer les complications. Et d'autre part, si on s'intéresse à l'étendue de l'ischémie et la complexité des lésions comme cible thérapeutique, on aura moins d'hospitalisation pour insuffisance cardiaque et une meilleure qualité de vie. Ceci a été documenté dans l'essai CAS comparant le pontage aortocoronaire et le traitement médical publié dans les années 80. Si on s'intéresse aux patients avec une dysfonction VG FE entre 35 et 50%, ceux avec une atteinte tritronculaire ont un taux de survie plus important en cas de revascularisation. C'est un des exemples de l'intérêt de la correction de l'ischémie chez les patients avec une dysfonction VG. Dans l'étude Ischemia, publiée l'année dernière, avec critères de jugement composite fait de décès cardiovasculaire, infarctus de myocarde non fatal, hospitalisation pour encore instable, insuffisance cardiaque ou arrêt cardiaque ressuscité, où la médiane de VG dans cette étude était de 60%, et à 7,7% des patients avec insuffisance cardiaque ou dysfonction VG. La courbe en pointillé jaune, c'est le bras de traitement conservateur. Chez les patients avec insuffisance cardiaque ou dysfonction VG, celle en rouge, c'est le bras de traitement invasif. Parmi ces derniers, il y a un bénéfice net pour la stratégie de revascularisation. Par contre, aucune différence n'est observée entre les deux bras en absence d'insuffisance cardiaque ou de dysfonction VG, avec une paix d'interaction de 0,055. L'étude Stitch est la première étude randomisée prospective comparant le pontage aortocoronaire et le traitement médical, incluant 1200 patients avec une FEVG inférieure à 35%. Si on s'intéresse au décès, toute cause, qui est le critère du jugement primaire avec un suivi de 10 ans, le PAC fait mieux avec une réduction de 16% de mortalité, soit un hazard ratio de 0,084. Je veux souligner le paradoxe. Au début, on a une mortalité plus élevée dans le bras revascularisation par pontage, mais après 2 ans, les courbes se croisent et divergent dans l'autre sens. Et le nombre nécessaire de patients à traiter pour obtenir ce bénéfice est très petit, il est de 14 patients. Dans l'étude, dans l'analyse de ce groupe, le nombre par l'âge note la réduction de mortalité qui intéresse surtout les sujets jeunes, inférieurs à 50 ans, et l'absence de cette réduction pour les patients âgés de plus que 65 à 70 ans.
Les mécanismes d'amélioration de pronostic après revascularisation, le bénéfice est le plus évident, c'est l'amélioration des FEVG au repos, la récupération de l'homocénésie régionale, mais il y a d'autres explications qui sont essentiellement la réduction de l'ischémie qui va améliorer la fonction diastolique et limiter le remodelage ventriculaire. La réduction de l'ischémie et du remodelage ventriculaire, ils vont prévenir les arythmies ventriculaires graves. Et il y a un autre concept très intéressant qui est que le bénéfice est indépendant de l'ischémie et de la viabilité, mais surtout il est dû à une prévention de récurrence d'événements, surtout d'infarctus du myocarde. Dans l'étude d'enregistre de vétérans, l'amélioration de la VTG suite à la revascularisation était associée à une réduction significative de mortalité et d'hospitalisation pour insuffisance cardiaque, particulièrement dans le sous-groupe angioplastie. Bon, si l'hibernation myocardique. L'hibernation myocardique, c'est un concept clé décrit pour la première fois chez un patient avec une EVA occluse, avec une FEVG à 37%. En post-revascularisation chirurgicale, un pontage sur l'EVA, on a une FEVG de 76%. Ils ont conclu qu'il s'agit d'un myocarde hiberné pour protéger les myocytes de la nécrose. Ce concept a été utilisé rétrospectivement pour décrire les segments ayant récupéré une contractilité après revascularisation. Mais la question qui se pose, quelle est la quantité de myocarde hibernant viable suffisante pour justifier une revascularisation sans risque? Et pour cela, il y a une méta-analyse datant de 11 ans qui a essayé de répondre à cette question. 29 études avec 4167 patients. La quantité de myocarde viable nécessaire pour indiquer une revascularisation était de 26% avec le PET, 36% avec l'écho du stress et 40% avec la scintigraphie myocardique. Dans l'analyse de ce groupe, en fonction du test de viabilité dans l'étude STITCH, 601 patients ont bénéficié d'une scintigraphie et d'une échographie du stress. Si on s'intéresse à la mortalité avec viabilité, il y a une réduction de 36% de mortalité chez les patients avec une viabilité. La présence de viabilité est alors importante, même en cas de stratégie invasive. Mais la surprise était lors de la comparaison entre les deux bras, il n'y avait pas de différence statistiquement significative avec au sens viabilité, même une réduction plus importante, 30% de risque de mortalité en cas d'absence de viabilité, mais sans une significativité statistique. Que disent les recommandations? Dans les recommandations européennes sur la revascularisation myocardique, une imagerie de stress peut être envisagée pour l'évaluation de l'ischémie ou de l'ischémie de viabilité chez les patients avec insuffisance cardiaque et coronaropathie, avec une anatomie qui est compatible avec un geste de revascularisation avant la décision de revascularisation. Aider pour les recommandations américaines sur la gestion de l'insuffisance cardiaque de 2022. Parmi les séquelles de l'analyse de ce groupe de viabilité de l'étude STITCH, il y a la sous-utilisation de tests de dépistage pour les coronaropathies chez les patients hospitalisés pour un premier épisode d'insuffisance cardiaque. C'est un registre administratif de 2010 à 2013 incluant 6 761 patients. L'examen non invasif qui a été essentiellement pratiqué au cours de l'hospitalisation et à 90 jours était l'échographie transthoracique. On s'intéressait aux examens invasifs, si on s'intéressait aux examens invasifs, peu ceux qui ont bénéficié de coronarographie, 11% à l'admission et 16,5% à 90 jours. Après avoir souligné l'intérêt de la revascularisation et la place d'un test de viabilité dans la décision thérapeutique, quelle stratégie de revascularisation choisir entre pontage et angioplastie? Une méta-analyse de 21 études comparant les différentes stratégies incluant 16 191 patients, elle a conclu à la supériorité de la revascularisation versus traitement médical, mais entre pontage et angioplastie, le pontage était plus favorable chez les patients insuffisants cardiaques avec une FEVG inférieure à 40%. Mais ce sont des registres publiés entre 2002 et 2015 avec des stents nus ou actifs de première génération montrant une réduction de mortalité de 18%. Rares sont les études qui sont rares sont les études avec des plateformes nouvelles
Voici une étude d'un registre de New York State publiée en 2016 comparant angioplastie par les stents actifs à illusion des limus versus pontage, incluant 4600 patients. Les deux stratégies étaient comparables en termes de mortalité, mais avec un taux plus élevé d'AVC dans le bras chirurgie, un taux plus élevé de revascularisation et de revascularisation et d'EDM chez les patients avec une revascularisation incomplète dans le bras angioplastie. Que disent encore les recommandations? Selon les recommandations européennes de revascularisation myocardique de 2018, chez les patients avec dysfonction VG systolique coronaropathie appropriée pour une intervention, une revascularisation est recommandée. Le pontage est recommandé comme une technique de référence chez les patients multitronculaires avec un risque chirurgical acceptable. L'angioplastie doit être envisagée chez les patients mono- ou bitronculaires comme alternative à la chirurgie quand la revascularisation est complète, sans les caractéristiques du patient, diabète, comorbidité, ces lésions, anatomie et possibilité de revascularisation complète après évaluation par une équipe HARTI, l'angioplastie doit être envisagée comme une alternative à la chirurgie. Une anévrisectomie doit être envisagée chez les patients avec une dyspnée grasse 3, un large anévrisme, un gros thrombus ou un anévrisme arythmogène. Une réparation ventriculaire chirurgicale au cours du pontage peut être envisagée chez certains patients dans des centres d'expertise. Idem pour les recommandations pour la américaine pour la revascularisation myocardique de 2021 et d'insuffisance cardiaque paru récemment. Dans les recommandations de 2021 de l'insuffisance cardiaque, l'exploration invasive a perdu de niveau de recommandation, alors que le coroscanner est plus indiqué, surtout en cas de probabilité pré-test intermédiaire ou faible ou en cas d'un test d'ischémie non concluant afin d'éliminer une coronaropathie associée. Le pontage doit être envisagé de première intention si les patients avec une anatomie appropriée, surtout si chez les patients diabétiques, une titronculaire, chez les patients avec une sténose proximale supérieure à 90%, une sténose du tronc ou du lévia proximal, une revascularisation peut être envisagée après une évaluation prudente de comorbidité, d'espérance de vie, tout en intégrant le choix du patient. Angioplastie peut être envisagée comme une alternative à la chirurgie après staff multidisciplinaire. Mais dans la vraie vie, l'angioplastie est préférée en cas de syndrome coronarien aigu, en cas d'antécédent de pontage chez les patients avec des comorbidités sévères, fragiles. Et pour l'angioplastie, une étude a été menée par le professeur Pereira au Royaume-Uni. C'est la première étude randomisée prospective, incluant 700 patients avec une FEVG inférieure à 35%, avec une coronaropathie diffuse et un test de viabilité avec supérieur à 4 segments randomisés en deux bras, angioplastie et traitement médical, avec comme critère du jugement primaire décès de cause ou hospitalisation pour insuffisance cardiaque. La période minimale de suivi était de 2 ans. La phase de recrutement est terminée et on attend les résultats dans quelques mois. Avec l'avènement de nouveaux matériels de modification de plaques, de physiologie, d'imagerie endocoronaire et surtout l'évolution de guides de CTO et de l'avènement de nouveaux stents avec des mailles plus fines, euh, les chances de revascularisation complète, l'amélioration des chances de réaliser une revascularisation complète avec l'angioplastie. Enfin, un dernier mot pour l'insuffisance cardiaque FE préservée. Dans cette étude s'intéressant à la coronaropathie chez les patients avec une FE préservée, la coronaropathie est fréquente chez ces patients, et souvent elle est associée à une augmentation, à un mouvement de la mortalité, mais cette augmentation elle est réduite par la revascularisation, surtout la revascularisation complète, et on voit que les courbes de survie superbes. Comme illustré dans ce graphique de survie de Kaplan-Meier, le pronostic des patients avec une insuffisance cardiaque à FE préservée est plus mauvais que celui des sujets avec une dysfonction BG asymptomatique. En conclusion, la cardiopathie ischémique est la plus fréquente des causes d'insuffisance cardiaque. Il est accompagné d'une augmentation de la mortalité. Le pontage il a des bons résultats à long terme ou dépend d'un risque périprocédural élevé. Angioplastie est une alternative séduisante moyennant une bonne évaluation de la balance bénéfice versus risque. Les résultats d'angioplastie sont améliorés par les stents de dernière génération, le support hémodynamique, MPLA, ballon de contribution. En attendant les résultats de l'essai randomisé des VART. Merci.